La Mercedes était en feu quand je me suis garé dans mon allée. Pas métaphoriquement, littéralement. Des flammes oranges léchaient le dessous du capot d'une classe S argentée qui n'était certainement pas la mienne. Une fumée noire s'élevait dans le ciel de l'après-midi texan comme une sorte de bûcher funéraire automobile. La plaque d'immatriculation affichait des MITR11 en lettres majuscules qui criaient « Nouveau riche » et l'absence totale de goût. Je suis resté assis dans mon pick-up pendant exactement 30 secondes à regarder le spectacle. La Honda de ma femme, Sarah, était garée proprement dans le garage, exactement là où elle devait être. Mais ce morceau d'ingénierie allemande en flammes. Ça, c'était nouveau. Eh bien, n'est-ce pas intéressant, ai-je marmonné en attrapant ma boîte à outils sur le siège passager. Le voyage d'affaires à Dallas avait été un fiasco. 3 jours de réunions qui ne menaient nulle part, de contrats qui tombaient à l'eau, et d'un tas de requins d'entreprises qui m'avaient donné envie de frapper quelque chose. Rentrer chez soi pour trouver la voiture de quelqu'un en train de brûler littéralement dans mon allée n'était pas exactement l'accueil auquel je m'attendais, mais c'était carrément mieux que de la trouver intacte. J'ai marché vers la maison, les clés tintant dans ma main, quand j'ai entendu des cris venant de l'intérieur. La voix de Sarah, aiguë et paniquée, se mêlait à un accent plus grave que je ne reconnaissais pas russe, peut-être. Les pièces ont commencé à s'emboîter comme un moteur bien huilé. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je l'ai poussée et je suis entré dans le chaos. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il faut qu'on le détache. Sarah faisait les 100 pas dans le salon, vêtue d'une simple robe de chambre en soie. Ses cheveux blonds étaient en bataille. Du mascara coulait sur ses joues. Elle avait l'air d'avoir pleuré, ou crié, ou les deux. Détacher qui, ai-je demandé en posant ma boîte à outils sur la table basse avec un bruit sourd délibéré. Elle a fait volte-face, le visage devenant blanc comme de la peinture fraîche. Jake, tu es rentré tôt. La circulation était fluide. J'ai regardé autour de la pièce, faisant l'inventaire. Des vêtements d'hommes éparpillés sur le parquet, une chemise hors de prix, des chaussures en cuir italien, un caleçon en soie avec de petits drapeaux russes dessus. La grande classe. Alors, qui exactement a besoin d'être détaché? C'est là que j'ai entendu des gémissements venant de l'étage. Sarah a attrapé mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau comme si elle se noyait. S'il te plaît, Jake. Je peux tout expliquer, mais d'abord, on doit l'aider. Aider qui, Sarah? Je l'ai repoussé et me suis dirigé vers les escaliers. Ton partenaire commercial, ton prof de yoga, ton tuteur de russe. Les gémissements devenaient plus forts à mesure que je montais. Ça venait de notre chambre. La chambre dont je payais le crédit immobilier depuis 8 ans. Celle avec le lit California King dont Sarah insistait que nous avions besoin. Celle avec le dressing où elle gardait 300 paires de chaussures qu'elle ne portait jamais. La porte était verrouillée. Jake, attends. Sarah était juste derrière moi, serrant toujours sa robe comme si cela pouvait la protéger de ce qui allait arriver. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai donné un coup de pied dans la porte. Le cadre s'est fendu comme du petit bois, et la porte s'est ouverte pour révéler la plus belle chose que j'ai vue de toute la semaine. Un homme était suspendu la tête en bas à la barre de traction que Sarah m'avait fait installer à Noël dernier. Ses chevilles étaient liées avec ce qui ressemblait à une corde d'escalade, ses poignets attachés dans le dos avec des colliers de serrage en plastique. Il était conscient mais groggy, le sang s'accumulant dans sa tête et rendant son visage de la couleur d'une tomate mûre. Quelqu'un avait pris un marqueur noir pour écrire « J'espère qu'il en valait la peine » en lettres majuscules sur son torse nu. « Tiens, ai-je dit en m'appuyant contre l'encadrement de la porte. Dmitri, je présume. » Les yeux de l'homme se sont concentrés sur moi avec difficulté. Il avait peut-être 40 ans, taillé comme s'il passait un temps fou à la salle de sport, avec ce genre de bronzage qui vient de vacances hors de prix et le genre de montre qui coûte plus cher que la voiture de la plupart des gens. Même pendu comme un quartier de viande, il gardait ce regard arrogant que les hommes riches ont quand ils pensent que le monde leur doit quelque chose. S'il vous plaît, a-t-il croassé dans un anglais teinté d'accent. Détachez-moi. Je ne sens plus mes jambes. C'est marrant que tu dises ça, ai-je répondu en m'approchant pour examiner les nœuds. Du travail de pro. De la corde de qualité militaire, nouée par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. J'ai beaucoup de mal à ressentir de la compassion en ce moment. Sarah m'a bousculé pour atteindre la corde. Jake, on doit l'aider. Il pourrait mourir. J'ai attrapé son poignet. Ah oui?
Ce serait fâcheux. J'ai regardé Dmitri, qui commençait à paniquer alors que plus de sang affluait vers sa tête. Dis-moi, mon ami, depuis combien de temps tu baises ma femme? Jake. La voix de Sarah a claqué comme un fouet. 3 mois, a haleté Dmitri. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un docteur. 3 mois. J'ai hoché la tête d'un air pensif. C'est intéressant. Il y a 3 mois, c'est le moment où Sarah a commencé à travailler tard. A commencé à aller à tous ses dîners d'affaires et réunions clients. A commencé à acheter de la nouvelle lingerie et à cacher les reçus. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé en bas, vers sa Mercedes en feu. Les flammes diminuaient maintenant, laissant derrière elle un squelette métallique tordu qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en un an. Tu sais ce que je pense qu'il s'est passé ici, ai-je dit sans me retourner. Je pense que quelqu'un a découvert votre petit arrangement et a décidé de faire passer un message. Quelqu'un qui sait faire des nœuds et qui n'a pas peur de se montrer créatif avec un marqueur. Jake, s'il te plaît. Sarah pleurait maintenant, de vraies larmes se mélangeant à son mascara. Détache-le simplement et on pourra en parler comme des adultes. J'ai sorti mon téléphone et pris une photo de Dmitri suspendu là, m'assurant de bien cadrer le message sur son torse. Ensuite, j'en ai pris une autre de Sarah dans sa robe de chambre, ayant l'air coupable comme le péché. Tu veux que je le détache, ai-je demandé. Oui. D'accord. Je me suis approché de Dmitri et je lui ai donné une bonne pichenette sur le front. Ses yeux ont roulé en arrière et il a gémi. Ensuite, j'ai attrapé la corde et je l'ai tirée d'un coup sec pour la détacher de la barre de traction. Dmitri s'est écrasé sur le sol comme un sac de patates hors de prix, atterrissant lourdement sur son épaule. Les colliers de serrage autour de ses poignets ont cédé, et il s'est mis en boule, haletant et essayant de retrouver des sensations dans ses extrémités. Voilà, ai-je dit, il est détaché. Sarah s'est précipitée vers lui, berçant sa tête sur ses genoux comme s'il était une sorte de héros blessé au lieu de l'ordure qui baisait ma femme dans mon lit. Ça va? Tu peux bouger. Dmitri s'est assis lentement, se frottant les poignets. Quand il m'a regardé, il y avait des envies de meurtre dans ses yeux. Tu vas payer pour ça. Ah bon? J'ai ressorti mon téléphone et je lui ai montré les photos. Parce que je me dis que tu devrais plutôt t'inquiéter d'expliquer à ton assurance comment ta voiture a pris feu. Ou d'expliquer à ta femme tu as bien une femme, n'est-ce pas? Pourquoi tu es sur ces photos? Son visage a pâli sous la rougeur du sang. Efface ça. Je ne crois pas, j'ai remis le téléphone dans ma poche. En fait, je pense que je vais les garder comme souvenir. Peut-être faire un bel album photo. Les vacances russes de ma femme, je l'appellerai. Sarah s'est levée, resserrant sa robe autour d'elle. Jake, il faut qu'on parle. Vraiment? J'ai regardé autour de la chambre qui était autrefois la mienne, les draps froissés, les vêtements éparpillés, et l'homme qui couchait avec ma femme depuis 3 mois. Je pense que tout est assez clair. Je suis allé jusqu'à la commode et j'ai commencé à sortir des vêtements, les fourrant dans un sac de sport. Des chemises de travail, des jeans, des sous-vêtements, des chaussettes, l'essentiel. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Sarah. Je fais mes affaires. J'ai attrapé ma montre sur la table de nuit, celle que mon père m'avait donnée quand j'avais obtenu mon diplôme de l'école professionnelle. Cette maison est à toi maintenant. Toi et ton partenaire commercial, vous pouvez la garder. Jake, attends. Oh, et Sarah. Je me suis arrêté sur le pas de la porte et je me suis retourné. Tu devrais peut-être appeler une dépanneuse. Je crois que Dmitri va avoir besoin qu'on le ramène chez lui. Je les ai laissés là, ma femme infidèle et son petit ami russe, et je suis descendu pour rassembler le reste de mes affaires, les choses importantes. Mes outils, mes documents, la bouteille de bourbon que je gardais pour une occasion spéciale. Cela semblait assez spécial. J'étais en train de charger mon pick-up quand les pompiers sont arrivés, sirènes hurlantes et gyrophares clignotant comme une sorte de spectacle son et lumière de banlieue. Les voisins commençaient à sortir de chez eux, attirés par la fumée et le bruit comme des papillons de nuit par une flamme. Madame Dorsey, la voisine d'à côté, était déjà sous son porche avec son téléphone sorti, diffusant probablement toute la scène en direct pour ses amis Facebook. Elle était la commère du quartier depuis 20 ans, et c'était l'histoire de sa vie. Elle m'a interpellé pendant que je jetais mon sac de sport dans la benne du pick-up. Tout le monde va bien? On a vu la fumée. Tout le monde va bien, Madame Dorsey,
ai-je répondu. Juste un petit problème de voiture. Le chef des pompiers s'est approché pendant que je fermais le haillon. C'était un grand type avec le genre de moustache qui semblait tout droit sorti d'une série policière des années 70, et les yeux fatigués de quelqu'un qui avait vu trop de conneries. « C'est votre véhicule ?» a-t-il demandé en faisant un signe de tête vers les restes fumants de la Mercedes. « Non. C'est un ami de ma femme. » Il a regardé la plaque d'immatriculation, puis m'a regardé. « Dmitri ? » ?»« C'est ça. »« Feu d'origine électrique ? » ?»« C'est souvent le cas avec ces voitures étrangères. On ne sait jamais. » Il a haussé les épaules. « L'assurance couvrira probablement. » « Probablement. » Je suis monté dans mon pick-up et j'ai démarré le moteur. « Dites à ma femme que je la contacterai pour les papiers du divorce. »« Les papiers du divorce ? » Elle comprendra. J'ai reculé dans l'allée pendant que les ambulanciers sortaient Dmitri sur une civière. Sarah planait au-dessus de lui comme une petite amie inquiète, ce qui, je suppose, était exactement ce qu'elle était. La dernière chose que j'ai vue dans mon rétroviseur, c'était Madame Dorsey discutant avec animation avec le chef des pompiers, le mettant probablement au courant de tous les ragots du quartier qu'il avait manqué. D'ici demain matin, tout le monde en ville saurait que le mari de Sarah Mitchell était rentré chez lui pour trouver son petit ami russe pendu la tête en bas dans leur chambre. L'histoire s'embellirait à chaque nouveau récit. J'ai conduit jusqu'au motel 6 à la périphérie de la ville et j'ai payé une chambre en espèces. C'était le genre d'endroit qui se louait à l'heure et ne posait pas de questions, avec des murs fins, des serviettes encore plus fines, et une vue sur l'autoroute qui ne dormait jamais. Mais c'était à moi. Je me suis assis sur le lit et j'ai ouvert le bourbon, prenant une longue gorgée directement au goulot. Ça brûlait en descendant, mais c'était une bonne brûlure, une brûlure purificatrice. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro que je cherchais. Ray Kowalski, détective de police à la retraite, enquêteur privé et ancien compagnon de beuverie de mon père. Si quelqu'un pouvait m'aider à découvrir ce que Sarah et Dmitri tramaient réellement, c'était Ray. Le téléphone a sonné 2 fois avant que sa voix rocailleuse ne réponde. Ray Kowalski Investigation. Ray, c'est Jake Mitchell, le fils de Tom Mitchell. Jake. Comment tu vas, mon garçon? Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis l'enterrement de ton père. J'ai connu des jours meilleurs, Ray. J'ai besoin de ton aide. Il y a eu un silence. Quel genre d'aide? Le genre qui implique une femme infidèle et un Russe avec des goûts de luxe en matière de voiture. Ray a gloussé. Ce sont toujours les affaires les plus intéressantes. Quand veux-tu qu'on se voie? Que dirais-tu de maintenant? Ray Kowalski correspondait exactement à ce que l'agence de casting enverrait si on lui commandait un détective privé grisonnant. La soixantaine passée, bâti comme une borne d'incendie, avec des cheveux gris acier et des yeux qui avaient vu toutes les formes imaginables de stupidité humaine. Son bureau se trouvait dans une galerie marchande entre un salon de manucure et un service de préparation d'impôts. Le genre d'endroit qui criait à la discrétion et aux tarifs raisonnables. Donc, si je comprends bien, a dit Ray en s'adossant à une chaise qui a grincé comme de vieux os, tu es rentré d'un voyage d'affaires pour trouver un Russe pendu la tête en bas dans ta chambre, ta femme à moitié nue, et sa voiture en feu dans ton allée. C'est la version courte, oui. Et tu ne sais pas qui l'a pendu? J'ai haussé les épaules. Ça pourrait être n'importe qui. Peut-être qu'il a des ennemis. Peut-être que c'est un différend commercial. Peut-être que quelqu'un n'aime pas les Russes. Les yeux de Ray se sont plissés, trahissant ce qui aurait pu être de l'amusement. Ah. Et je suppose que tu ne connais rien aux cordes de qualité militaire ou aux colliers de serrage. Je travaille dans le bâtiment, Ray. Je m'y connais en toutes sortes de cordes. Bien sûr. Il a ouvert un tiroir de son bureau et a sorti un bloc-notes jaune, le genre que les flics utilisaient avant que les ordinateurs ne dominent le monde. Parle-moi de ta femme. Sarah Mitchell, née Brennan. 34 ans. Travaille chez Hartwell, Steinberg et associé en centre-ville. Droit des affaires principalement, elle gagne bien sa vie. Ou plutôt, elle gagnait. Elle gagnait? Quelque chose me dit que sa situation professionnelle est sur le point de se compliquer. Ray prenait des notes avec une écriture en patte de mouche. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 8 ans. Je l'ai rencontrée dans un bar à Deep Ellum, à l'époque où elle venait juste de sortir de l'école de droit. J'essayais encore de trouver quoi faire de ma vie.
Des enfants? Non. Sarah a toujours dit qu'elle voulait se concentrer sur sa carrière en premier. J'ai pris une gorgée du café que Ray m'avait servi. Il avait le goût d'un café qui chauffait sur la plaque depuis l'administration Clinton. Il s'avère qu'elle se concentrait sur d'autres choses aussi. Parle-moi de Dmitri. Dmitri Volkov, selon sa plaque d'immatriculation. Conduit des voitures hors de prix, porte des vêtements hors de prix, a un goût prononcé pour les femmes mariées. Un accent russe, mais son anglais est plutôt bon. Taillé comme un gars qui passe du temps à la salle de sport. Âge, 40. Peut-être 45 ans. Difficile à dire quand quelqu'un est pendu la tête en bas avec tout son sang concentré dans le visage. Ray a levé les yeux de ses notes. Tu sais, la plupart des maris dans ta situation auraient appelé la police. La plupart des maris dans ma situation n'auraient pas trouvé le petit ami de leur femme emballé comme un cadeau de Noël. C'est pas faux. Ray a tapoté son stylo contre le bloc. Qu'est-ce que tu veux que je découvre? Tout. Qui est Dmitri Volkov? Comment a-t-il rencontré ma femme? Depuis combien de temps ça dure? A-t-il de l'argent, des relations, des ennemis? Est-ce que Sarah couche avec lui juste pour s'amuser, ou y a-t-il autre chose? Autre chose, comme quoi? Je ne sais pas encore. Mais on ne retrouve pas des gens pendus dans des chambres sans raison. Quelqu'un voulait faire passer un message. Ray a hoché la tête lentement. Mon tarif est de $500 par jour, plus les frais. Marché conclu. J'ai sorti mon chéquier et lui ai fait un chèque de $2000. Ça devrait te permettre de commencer. C'est plus que ma provision habituelle. J'ai le pressentiment que ça va être plus gros que tes affaires habituelles. Ray a plié le chèque et l'a glissé dans la poche de sa chemise. J'aurai besoin de quelques éléments de ta part. Des photos de ta femme, l'adresse de son travail, sa routine quotidienne, tout ce que tu sais sur Dmitri. Nom complet, adresse, numéro de téléphone si tu l'as. Je peux te trouver la majeure partie de ça. J'ai sorti mon téléphone et fait défiler mes photos jusqu'à trouver une image récente de Sarah à une fête de Noël d'entreprise. Elle portait une robe rouge qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens, et souriait à l'objectif comme si elle n'avait aucun souci au monde. Voici Sarah. Ray a examiné la photo. Jolie femme. Les belles femmes sont souvent les plus dangereuses. Ton père avait l'habitude de dire ça. Mon père était un homme intelligent. C'était aussi un ivrogne méchant qui trompait ta mère avec la moitié des serveuses du comté de Dallas. J'ai regardé Ray avec acuité. Où veux-tu en venir? Nulle part, simple observation. Ray m'a rendu le téléphone. Je vais commencer par les registres publics. Voir ce que je peux déterrer sur eux deux. Je devrais avoir quelque chose pour toi d'ici un jour ou deux. Qu'en est-il de la surveillance? Tu veux que je les suive? Je veux savoir ce qu'ils font, avec qui ils se réunissent, où ils vont. Sarah a probablement peur en ce moment, mais elle va s'en remettre. Et Dmitri? Eh bien, il n'avait pas l'air du genre à s'effrayer facilement. Ray a pris d'autres notes. Autre chose? Ouais. Sois prudent. Je ne sais pas qui a pendu Dmitri dans ma chambre, mais il savait ce qu'il faisait. Ce n'est pas l'œuvre d'un mari jaloux avec une batte de baseball. C'est quelqu'un qui a des compétences. Tu penses qu'ils vont s'en prendre à moi? Je pense qu'ils s'en prendront à quiconque s'approchera de trop près de ce que Sarah et Dmitri manigancent réellement. Ray a fermé son bloc-notes et s'est levé. Je te tiendrai au courant. Je lui ai serré la main et me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Ray, merci de faire ça. Ne me remercie pas tout de suite, fiston. Tu risques de ne pas aimer ce que je vais trouver. Je n'aime déjà pas ce que j'ai trouvé. J'ai quitté le bureau de Ray et suis retourné au motel, mais je n'arrivais pas à rester en place. La chambre ressemblait à une cage, et j'avais besoin de bouger. Besoin de faire quelque chose de cette colère qui s'accumulait dans ma poitrine comme la vapeur dans une chaudière. Alors, j'ai conduit jusqu'à la salle de boxe de Murphy. La salle de Murphy était le genre d'endroit qui n'avait pas changé depuis les années 1970. Des sols en béton, des tuyaux apparents, et des sacs de frappe pendus à des chaînes qui grinçaient à chaque coup. L'air sentait la sueur, le cuir, et les rêves d'hommes qui pensaient pouvoir s'extirper par la bagarre du trou dans lequel ils s'étaient fourrés. Gros Al Murphy était derrière le comptoir quand je suis entré,
lisant un journal et mangeant un sandwich qui avait l'air de pouvoir nourrir une petite famille. Elle avait 65 ans, était taillée comme une armoire à glace, avec des mains de la taille d'une assiette et un visage qui avait encaissé plus de coups que la plupart des gens n'en donnent dans toute une vie. « Jake Mitchell » a-t-il dit sans lever les yeux de son journal. « J'ai entendu dire que tu avais eu de l'animation chez toi aujourd'hui. Les nouvelles vont vite. Encore plus vite quand Madame Dorsey est impliquée. » Elle a plié le journal et m'a regardé. « Ça va, fiston ? J'ai connu mieux. Tu veux en parler ? Je veux frapper dans quelque chose. » Elle a fait un signe de tête vers les sacs de frappe. Les gants sont à la place habituelle. Je me suis mis en tenue de sport et me suis bandé les mains, prenant mon temps pour ce rituel. Il y avait quelque chose de méditatif dans ce processus, quelque chose qui m'aidait à vider le bruit de ma tête et à me concentrer sur ce qui comptait. Le sac de frappe était vieux et rapiécé, rempli de sable, de sueur, et de la frustration accumulée de tous les hommes qui y avaient un jour mis un coup de poing. J'ai commencé doucement, travaillant ma posture et ma respiration, laissant le rythme prendre le dessus. JAB, direct, crochet, JAB, direct, crochet. Le cuir était lisse sous mes gants, adouci par des milliers d'heures de punition. Chaque coup envoyait des ondes de choc le long de mon bras et jusque dans mes épaules. Une bonne douleur qui me rappelait que j'étais toujours en vie. « Tu baisses ta garde à gauche », a crié Al de l'autre bout de la salle. J'ai ajusté ma garde et j'ai continué à frapper. JAB, direct, crochet, uppercut. Les combinaisons s'enchaînaient comme une danse violente. La mémoire musculaire prenait le relais là où la pensée consciente s'arrêtait. C'est mieux. Maintenant, travaille le corps. J'ai baissé ma cible, balançant des crochets dans les côtes et des uppercuts au plexus solaire. Le sac se balançait et bondissait à chaque impact, les chaînes grinçant au-dessus de moi. Comme un navire dans la tempête. C'est ça. Fais-le souffrir. J'ai travaillé le sac pendant 20 minutes jusqu'à ce que mes épaules brûlent et que mes poumons aient l'impression d'être en feu. Quand je me suis enfin arrêté, ma chemise était trempée de sueur et mes articulations me faisaient mal malgré les gants. « Tu te sens mieux ?» a demandé Al. « Un peu. Tu veux me dire ce qui s'est passé ?» J'ai déroulé mes bandages et je lui ai raconté toute l'histoire. Découvrir Dmitri pendu dans ma chambre, les larmes et les mensonges de Sarah, la Mercedes en feu dans mon allée. Elle a écouté sans m'interrompre, hochant parfois la tête comme s'il avait déjà tout entendu. « Alors, c'est quoi ton plan ?» a-t-il demandé quand j'ai fini. « Découvrir qui ils sont vraiment et ce qu'ils manigancent, puis les faire payer. Fais attention, Jake. La vengeance, c'est comme la boxe. Ce n'est pas la force avec laquelle tu peux frapper qui compte. C'est la force avec laquelle tu peux te faire frapper et continuer à avancer. Je sais encaisser. Je sais que tu le peux. Mais pourras-tu encaisser ce qui viendra après ? Je n'avais pas de réponse à cela. J'ai reconduit jusqu'au motel alors que le soleil se couchait, peignant le ciel texan de la couleur du sang frais. Le parking était plein de voyageurs, de routiers et de gens qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Tous des réfugiés de nos propres vies. Mon téléphone a vibré alors que je déverrouillais la porte de ma chambre. Un SMS de Sarah. Il faut qu'on parle. Je l'ai supprimé sans répondre. Une autre vibration. Jake, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. Supprimer. Un autre. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Supprimer. J'ai éteint le téléphone et j'ai débouché le bourbon. Demain, Ray commencerait à fouiller dans la vie de Sarah et Dmitri, et je commencerai à planifier la suite. Ce soir, j'allais boire et essayer de ne pas penser aux 8 années que j'avais gaspillées avec une femme qui m'avait pris pour un idiot. Mais même en essayant de repousser ces pensées, je ne pouvais m'empêcher de me demander qui avait pendu Dmitri dans ma chambre. Quelqu'un avec une formation militaire, quelqu'un qui voulait faire passer un message, quelqu'un qui savait pour la liaison de Sarah et avait décidé de faire quelque chose, quelqu'un qui pourrait être un allié. Ou quelqu'un qui pourrait être encore plus dangereux que les gens auxquels j'avais déjà affaire. Je me suis servi un autre verre et j'ai regardé par la fenêtre vers l'autoroute, observant les phares défiler comme des étoiles filantes. Quelque part là-bas, Sarah consolait probablement son petit ami russe, lui disant que tout irait bien, qu'il trouverait un moyen de gérer son mari cinglé. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Mais à vrai dire, moi non plus. Ray m'a appelé à 7 heures du matin,
me tirant de rêves remplis de voitures en flammes et de Russes la tête en bas. Il faut qu'on se voie, a-t-il dit d'emblée. J'ai trouvé des trucs que tu vas vouloir voir. De bonnes ou de mauvaises choses? Ça dépend de ton point de vue. Je l'ai retrouvé dans un dîner appelé Mélès, le genre d'endroit qui servait du café assez fort pour réveiller les morts et des petits déjeuners qui pourraient boucher vos artères rien qu'en les regardant. Ray était déjà dans une banquette au fond quand je suis arrivé. Un dossier de couleur manille était étalé devant lui comme des pièces à conviction sur une scène de crime. Dmitri Volkov, a-t-il dit pendant que je me glissais sur la banquette face à lui. 42 ans, a immigré de Moscou en 1995. Officiellement, il possède 3 concessions automobiles dans la région de Dallas. Du haut de gamme. Mercedes, BMW, Lexus. Officiellement. Officieusement, il a des liens avec des personnes très intéressantes. Ray a sorti une photo et l'a fait glisser sur la table. Elle montrait Dmitri dans ce qui ressemblait à un restaurant, assis en face de 2 hommes en costume coûteux. Le type à gauche, c'est Viktor Petrov. Tu as déjà entendu parler de lui? Je devrais? C'est ce qu'on pourrait appeler un homme d'affaires avec une éthique flexible. Import-export, principalement. Le FBI pense qu'il blanchit de l'argent pour la mafia russe, mais ils n'ont jamais pu le prouver. J'ai étudié la photo. Dmitri avait l'air détendu, à l'aise, comme s'il était entre amis. Et l'autre type, c'est là que ça devient intéressant. Il s'appelle Alex Koslov, et d'après mes sources, c'est l'homme de main de Petrov. Le genre de type qui fait disparaître les problèmes. Quel genre de problème? Ceux qui respirent. J'ai posé la photo et j'ai pris ma tasse de café. Il était chaud et amer, comme tout le reste de ma vie ces derniers temps. Donc Dmitri est lié à la mafia russe. On dirait bien. Mais voilà le truc. Il y a 3 semaines, Koslov a été retrouvé mort dans un entrepôt à Dipelom. Une seule balle dans la tête. Une exécution. Il y a 3 semaines. J'ai fait le calcul. C'est à peu près au moment où Sarah a commencé à se comporter bizarrement. Plus paranoïaque, plus cachotière. Ça s'améliore, ou ça empire, selon comment tu vois les choses. Ray a sorti un autre document. Ta femme a fait des mouvements financiers intéressants ces derniers temps. De gros dépôts en espèces, des virements bancaires vers des comptes offshore. Tout à fait légal, mais inhabituel pour quelqu'un avec un salaire d'avocate. De combien d'argent parle-t-on? Sur les 6 derniers mois. Environ 2 millions de dollars. J'ai failli m'étouffer avec mon café. 2 millions? Mais où diable Sarah a-t-elle trouvé 2 millions de dollars? C'est la question à 1 million. Ou dans ce cas, la question à 2 millions de dollars. Ray a étalé des relevés bancaires et des dossiers financiers comme s'il distribuait des cartes. Le nom de Sarah figurait sur chacun d'eux, mais les montants étaient ahurissants. Des dépôts de 50 000, 100 000, parfois plus. Que de l'argent liquide, tout intraçable. Il y a autre chose, a ajouté Ray. Ta femme rencontre régulièrement un homme nommé Tony Breslin. Tu as déjà entendu parler de lui? Non. C'est un procureur fédéral. Il est spécialisé dans les affaires de crime organisé. Les pièces ont commencé à s'assembler dans ma tête, formant un tableau qui ne me plaisait pas. Tu penses que Sarah travaille avec les fédéraux? Je pense que Sarah est impliquée bien plus profondément que ce que nous imaginions. Je me suis adossé sur la banquette, essayant d'assimiler ce que Ray me disait. Ma femme ne se contentait pas de me tromper. Elle était mêlée à des mafieux russes, à des procureurs fédéraux et à une montagne d'argent suffisant pour acheter un petit pays. Il y a encore une chose, a dit Ray. Il a sorti une dernière photo. Celle-ci montrait Sarah et Dmitri dans ce qui ressemblait au bar d'un hôtel. Mais ils n'étaient pas seuls. Assise à une table à l'arrière-plan, il y avait une femme que j'ai reconnue. Monica Hartwell, la meilleure amie et associée de Sarah. Monica est impliquée aussi. On dirait bien. En fait, je pense que Monica pourrait être celle qui tire les ficelles. Comment ça? Ray a pointé l'horodatage sur la photo. Cela a été pris il y a 4 mois, un mois avant que la liaison de ta femme avec Dmitri ne commence soi-disant. Mais regarde leur langage corporel. Ce ne sont pas des amants ici. Ce sont des partenaires commerciaux. J'ai étudié la photo plus attentivement. Ray avait raison. Sarah et Dmitri ne se touchaient pas,
ne se regardaient pas avec un intérêt romantique. Ils avaient l'air de personnes effectuant une transaction. Donc la liaison est bidon. Je pense que la liaison est une couverture pour autre chose. Quelque chose qui implique Monica, la mafia russe, et beaucoup d'argent. Mon téléphone a vibré avec un SMS. J'y ai jeté un œil et j'ai senti ma tension artérielle grimper. Un numéro inconnu. Je l'ai lu. Arrête de fouiller ou rejoins ton ami sous terre. Le visage de Ray s'est durci. Quelqu'un nous observe. Ou t'observe. Ça revient au même. Ray a rassemblé les documents et les photos, les remettant dans le dossier manille. Il faut qu'on soit plus prudent. Ces gens ne font pas de menaces en l'air. Qu'est-ce que tu recommandes? Fais-toi discret pendant quelques jours. Laisse-moi creuser encore un peu, mais à distance. Et Jack? Ouais. Trouve-toi de quoi te protéger. J'ai quitté le dîner avec l'impression de marcher dans un champ de mines. Chaque voiture sur le parking pouvait être là pour me surveiller. Chaque visage pouvait être un ennemi. Cette paranoïa était probablement irrationnelle, mais la rationalité était un luxe que je ne pouvais plus m'offrir. J'ai conduit jusqu'à une armurerie à la périphérie de la ville et j'ai acheté un Glock 19, ainsi qu'une boîte de munitions et un étui pour port dissimulé. La vérification des antécédents a pris 20 minutes, juste assez de temps pour me demander si je faisais une erreur. Mais quand j'ai repensé à Koslov retrouvé mort dans un entrepôt, le doute s'est évaporé. J'ai passé l'après-midi dans un stand de tir, à me familiariser à nouveau avec les armes à feu. J'avais appris à tirer à l'armée, à l'époque où je pensais faire carrière dans le service militaire. C'était avant de réaliser que je n'étais pas fait pour recevoir des ordres de gens plus stupides que moi. Le Glock était agréable dans mes mains, familier et rassurant. J'ai tiré une centaine de cartouches, travaillant la précision et la mémoire musculaire. Au moment de partir, j'arrivais à placer 5 tirs dans un groupement de 5 cm à 25 mètres. Pas mal pour quelqu'un qui n'avait pas touché une arme depuis 8 ans. Je rentrais au motel quand j'ai remarqué le suburban noir qui me suivait. Il était à 3 voitures derrière moi depuis que j'avais quitté l'armurerie, maintenant une distance discrète, mais ne me perdant jamais de vue. Une surveillance de professionnels. J'ai tourné à droite au carrefour suivant, puis encore à droite, puis encore à droite. Le suburban est resté avec moi, confirmant mes soupçons. Quelqu'un m'observait définitivement. Il était temps de découvrir qui. Je les ai entraînés dans un itinéraire tortueux à travers la banlieue de Dallas, prenant des virages au hasard et faisant demi-tour sur moi-même. Le suburban restait avec moi comme si nous étions reliés par une corde invisible. Quiconque conduisait savait ce qu'il faisait. Finalement, je me suis garé sur le parking d'un centre commercial, vers le fond, loin des autres voitures. Le suburban est passé sans s'arrêter, mais j'ai pu apercevoir le conducteur. Un homme imposant avec le crâne rasé et le genre de carrure qui venait d'un entraînement intensif. Un gros bras russe, très probablement. J'ai attendu 10 minutes, puis j'ai conduit jusqu'à un autre centre commercial à l'autre bout de la ville. Aucune trace du suburban, mais ça ne voulait rien dire. Ils auraient pu changer de véhicule, appeler des renforts, ou décider de me reprendre en filature plus tard. La chambre de motel m'a semblé être un piège à mon retour, mais c'était le seul endroit sûr que j'avais. J'ai vérifié les verrous 2 fois, j'ai tiré les rideaux, et je me suis assis sur le lit avec le Glock sur les genoux. Mon téléphone a sonné à 20 heures. Le numéro de Ray. On a un problème, a-t-il dit sans préambule. Quel genre de problème? Le genre où quelqu'un s'est introduit dans mon bureau et a tout saccagé. J'ai senti la glace se former dans mon estomac. Tu vas bien? Je vais bien. Je n'y étais pas quand c'est arrivé. Mais ils ont tout pris, Jack. Tous mes dossiers, mon ordinateur, même mes disques de sauvegarde. Et pour les trucs sur Sarah et Dmitri? Disparu. Tout. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de réfléchir. Tu te souviens de ce que tu as trouvé? La majeure partie, oui, mais sans documentation, c'est juste ma parole contre la leur. Ça pourrait suffire. Pourquoi faire? Pour ce que je prévois de faire ensuite. Il y a eu un long silence. Jack, peut-être qu'il est temps d'appeler la police et de leur dire. De leur dire quoi? Que ma femme me trompe avec un vendeur de voitures russe? Que quelqu'un s'est introduit dans le bureau d'un détective privé? Que j'ai reçu un texto menaçant? Vu sous cet angle.
La police ne peut pas m'aider, Ray. C'est quelque chose que je dois gérer moi-même. Fais attention, fiston. Ces gens ne jouent pas pour rire. Moi non plus. J'ai raccroché et j'ai fixé les murs de la chambre de motel, repensant à tout ce que Ray m'avait dit. Sarah ne se contentait pas d'être infidèle. Elle était impliquée dans quelque chose de beaucoup plus grand et de plus dangereux. Quelque chose qui impliquait des mafieux russes, des procureurs fédéraux, et des millions de dollars en liquide intraçable. Et Monica Hartwell était au centre de tout ça. Je connaissais Monica depuis presque aussi longtemps que je connaissais Sarah. Elle était l'associée de Sarah, sa meilleure amie, sa demoiselle d'honneur à notre mariage. Une femme brillante et ambitieuse qui avait bâti un cabinet d'avocats prospère en partant de rien. Mais si Ray avait raison, Monica était aussi une criminelle. Et Sarah était soit sa complice volontaire, soit son pion involontaire. Quoi qu'il en soit, elles avaient toutes les deux fait une erreur quand elles avaient décidé d'utiliser ma chambre pour leur petit drame, car maintenant je savais que quelque chose clochait, et je n'allais pas arrêter de fouiller jusqu'à ce que je découvre exactement ce qu'elles tramaient. Mon téléphone a vibré avec un autre texto. Celui-ci venait de Sarah. « Jake, il faut vraiment qu'on parle. Il y a des choses que tu ne comprends pas. » Pour la première fois depuis que tout ce bordel avait commencé, j'ai décidé de répondre. « Tu as raison. Rencontrons-nous demain. À ton bureau. Midi. » Sa réponse est arrivée immédiatement. « Merci. Je t'expliquerai tout. » J'en doutais, mais ce serait intéressant de voir quel genre de mensonge elle avait préparé pour moi. J'ai passé le reste de la soirée à nettoyer le Glock et à planifier ce que j'allais dire à ma femme infidèle. Dehors, la circulation bourdonnait le long de l'autoroute comme le pouls d'un géant endormi, transportant les gens vers des destinations inconnues. Demain, je commencerai à obtenir des réponses. Ce soir, j'allais essayer de dormir. Mais d'abord, j'avais un dernier coup de fil à passer. Salle de gym de Gros Al. Al, c'est Jake. J'ai besoin d'une faveur. Le cabinet d'avocats de Sarah se trouvait au 32e étage d'une tour de verre au centre-ville de Dallas, le genre de bâtiment qui respirait la réussite et facturait le loyer au centimètre carré. J'y avais été exactement 2 fois en 8 ans de mariage. Une fois pour une fête de Noël, une fois pour venir la chercher quand sa voiture était au garage. Les 2 fois, je m'étais senti hors de mon élément parmi les costumes hors de prix et le marbre importé. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, j'avais autant ma place ici que n'importe qui. Le trajet en ascenseur jusqu'au 32e étage m'a laissé le temps de vérifier mon apparence dans les portes en acier poli. Je portais mon meilleur costume, celui que j'avais acheté pour notre mariage, avec une cravate que Sarah m'avait offerte pour Noël 3 ans plus tôt. Le Glock était dans son étui sous mon bras gauche, invisible sous la veste. J'avais l'air d'un homme d'affaires prospère, ou d'un homme dangereux prétendant l'être. La réceptionniste chez Hartwell, Steinberg et associés était une blonde d'une vingtaine d'années avec des dents parfaites et le genre de sourire qui coûtait probablement plus cher que les voitures de la plupart des gens. Sa plaque nominative indiquait « Ashley ». « Je suis ici pour voir Sarah Mitchell », lui ai-je dit. « Avez-vous un rendez-vous » ? « Je suis son mari. » Le sourire d'Ashley a vacillé pendant juste une seconde. « Bien sûr, monsieur Mitchell. Laissez-moi l'appeler pour vous. » Elle a décroché le téléphone et a parlé à voix basse, puis a raccroché et a fait un geste vers un couloir bordé de peinture à l'huile d'avocat décédé. Elle va vous recevoir dans la salle de conférence B, 3e porte sur la gauche. La salle de conférence B n'était que verre et chrome, avec une table pouvant asseoir 20 personnes et une vue sur le centre-ville de Dallas qui ajoutait probablement $50 000 au loyer. Sarah y était déjà quand je suis arrivé, assise au bout de la table comme si elle présidait un conseil d'administration. Elle avait fait quelque chose à ses cheveux, les avait tirés en arrière en un chignon strict qui la faisait paraître plus âgée et plus professionnelle. Son maquillage était parfait. Son tailleur était hors de prix, et son sourire était le même que celui qu'elle m'avait servi pendant 8 ans. Le sourire d'une femme pleine de secrets. « Jake », a-t-elle dit en se levant et en avançant vers moi, les bras tendus. « Merci d'être venu. » J'ai fait un pas en arrière avant qu'elle ne puisse m'enlacer. « Passons la mise en scène, Sarah. Dis-moi juste ce qui se passe. » Son visage s'est décomposé, mais elle s'est vite reprise. « S'il te plaît, assieds-toi. Ça va prendre un peu de temps. » Je suis resté debout. Je suis très bien où je suis. Elle a soupiré et est retournée à sa chaise.
Je sais ce que ça doit représenter pour toi. Trouver Dmitri dans notre chambre, la voiture en feu, et tout le reste. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Ce que je pense, c'est que ma femme baise un vendeur de voitures russe depuis 3 mois pendant que je fais des semaines de 60 heures pour payer son train de vie. C'est pas ça? Elle s'est arrêtée et a pris une grande inspiration. D'accord. Oui, Dmitri et moi avons eu une liaison. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Éclaire-moi. Sarah a regardé vers la porte, comme pour s'assurer qu'elle était bien fermée. Dmitri est un informateur du FBI. Il aide le gouvernement à monter un dossier contre Viktor Petrov et son organisation. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Et tu es impliqué? Comment? Monica et moi fournissons des conseils juridiques. Officieusement. Le FBI avait besoin d'avocats capables de les aider à naviguer dans les aspects financiers des opérations de Petrov. Pour 2 millions de dollars? Les yeux de Sarah se sont écarquillés. Comment as-tu? J'ai engagé un détective privé. Ray Kowalski. Peut-être que tu as entendu parler de lui. Jake, tu ne comprends pas à quoi tu as affaire. Ces gens sont dangereux. Assez dangereux pour éliminer Alex Koslov? Sarah a pâli. Comment connais-tu Koslov? Je sais plein de choses, Sarah. Je sais pour tes réunions avec Tony Breslin. Je sais pour les comptes offshore. Je sais pour les photos de toi, Dmitri et Monica, en train de planifier je ne sais quoi. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant ses mains jointes sur la table de conférence. Quand elle a levé les yeux, son regard était différent, plus dur, plus calculateur. Tu as raison, a-t-elle dit. Il y a plus que ça. Je t'écoute. L'organisation de Petrov blanchit de l'argent via des transactions immobilières, achetant des propriétés avec de l'argent sale, puis les revendant proprement. Monica et moi avons aidé le FBI à retracer les transactions, à identifier les propriétés, à monter une piste papier. Et à vous faire payer grassement pour ça. Cet argent n'est pas un paiement, Jake. Ce sont des pièces à conviction. Nous l'avons fait transiter par des comptes pour retracer le réseau de blanchiment. Chaque dollar doit être justifié. Ça semblait plausible. Presque croyable. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une note de sincérité répétée qui me faisait penser qu'elle avait répété ce discours. Et Dmitri? Dmitri a été notre homme de l'intérieur. Il a risqué sa vie pour nous obtenir des informations sur les opérations de Petrov. Et tu couchais avec lui par gratitude. Le sang-froid de Sarah s'est fissuré. Ce n'était pas censé arriver. Mais on a travaillé ensemble pendant des mois sous un stress incroyable. Les choses se sont simplement développées. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la rue, 32 étages plus bas. Les gens ressemblaient à des fourmis de cette hauteur, s'agitant avec leurs petits problèmes de fourmis. Alors, qui a pendu ton petit ami dans ma chambre? On ne sait pas. Quelqu'un qui a découvert l'opération, peut-être. Quelqu'un qui voulait faire passer un message. Quel genre de message? Arrêtez de coopérer avec le FBI ou sinon. Je me suis retourné pour lui faire face. Et la voiture en feu. De l'intimidation. Ces gens ne font pas de menaces subtiles. Non, ai-je dit. Ils n'en font pas. J'ai glissé la main dans ma veste et j'ai sorti mon téléphone, faisant défiler jusqu'aux photos que j'avais prises dans la chambre. L'expression de Sarah quand elle les a vues valait le prix du billet. Ce qui est drôle avec ces photos, ai-je dit, c'est que je les regarde depuis 2 jours, et quelque chose me dérangeait. J'ai fini par comprendre quoi. Jake. Le travail sur les cordes était trop bon, trop professionnel. Quiconque a fait ces nœuds savait exactement ce qu'il faisait. Un entraînement militaire, peut-être les forces spéciales. Sarah était parfaitement immobile maintenant, comme un cerf qui vient de remarquer le chasseur. Tu sais ce qui m'a dérangé d'autre? Le message sur le torse de Dmitri. J'espère qu'il en valait la peine. Ce n'est pas le genre de choses qu'écrivent les mafieux russes. C'est le genre de choses qu'écrit un conjoint jaloux. Tu deviens paranoïaque. Vraiment? Parce que j'ai réfléchi à toute cette histoire, et ça ne tient pas debout. Si Dmitri est un indique du FBI, pourquoi ne l'ont-ils pas protégé? Si tu travailles avec des procureurs fédéraux, pourquoi tout ce secret?
Et si tu ne fais que transférer de l'argent qui sert de preuve? Pourquoi as-tu l'air si coupable? J'ai contourné la table de conférence jusqu'à me retrouver directement en face d'elle. Je pense que tu me mens, Sarah. Je pense que tu me mens depuis des mois. Jake, s'il te plaît. Je pense que toi, Monica et Dmitri dirigez une sorte d'arnaque. Je pense que vous volez de l'argent aux Russes, peut-être au FBI aussi. Et je pense que quiconque a pendu Dmitri dans ma chambre essayait de vous en empêcher. Sarah s'est levée brusquement, sa chaise roulant en arrière contre le mur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non? Alors prouve-le. Appelle Tony Breslin tout de suite. Dis-lui que je veux le rencontrer. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que... Elle s'est arrêtée, réalisant qu'elle venait de marcher dans un piège. Parce que Tony Breslin n'existe pas, n'est-ce pas? Ou s'il existe, ce n'est pas un procureur fédéral. C'est probablement un autre de tes partenaires dans cette arnaque que tu as montée. Le masque professionnel de Sarah est enfin tombé complètement. Espèce d'idiot. Espèce d'abruti de col bleu moralisateur. Tu n'as aucune idée des sacrifices que j'ai faits pour construire cette vie. Quelle vie? La vie où tu trompes ton mari et voles de l'argent à la mafia russe. La vie où je fais quelque chose de moi-même au lieu de réparer les saloperies cassées des autres pour le salaire minimum. Voilà. 8 ans de mariage. Et elle venait enfin de me dire ce qu'elle pensait réellement de moi. Tu sais quoi, Sarah? Tu as raison. Je ne suis qu'un idiot de col bleu qui répare des trucs cassés. Mais au moins, je suis honnête sur ce que je suis. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté et me suis retourné. Oh, et Sarah. Tu devrais peut-être chercher un nouvel endroit où vivre. Je vends la maison. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si. Elle est à mon nom. Tu te souviens? Tu voulais garder ton crédit impeccable pour des raisons professionnelles. Son visage est devenu livide. Jake, attends. Mais je m'éloignais déjà, la laissant debout dans cette salle de conférence en verre avec ses mensonges, ses secrets, et ses 2 millions de dollars d'argent sale. J'attendais l'ascenseur quand Monica Hartwell est apparue à mes côtés, comme si elle s'était matérialisée à partir de rien. C'était une petite femme, mesurant peut-être un M60, avec des cheveux bruns et le genre d'intelligence affûtée qui faisait que les gens la sous-estimaient à leur propre risque. Jake, a-t-elle dit. Il faut qu'on parle. Ah oui? Je pense que tu voudras entendre ce que j'ai à dire. L'ascenseur est arrivé avec un léger carillon. J'y suis monté et, après un instant d'hésitation, Monica m'a suivi. 32e étage, a-t-elle dit à l'ascenseur. Nous venons du 32e étage. Je sais. Les portes se sont fermées et nous avons commencé à descendre. Monica étudiait mon reflet dans les portes en acier poli, son expression illisible. Sarah t'a parlé de l'opération du FBI, a-t-elle dit. Elle m'a raconté une histoire sur une opération du FBI. Reste à savoir si c'est vrai ou non. C'est vrai. En grande partie. En grande partie? Monica a fouillé dans son sac à main et a sorti une carte de visite, qu'elle m'a tendue. C'était du Bristol blanc ordinaire avec un numéro de téléphone et rien d'autre. Appelle ce numéro ce soir à 20h. Demande Monsieur Smith. Monsieur Smith? Il t'expliquera tout ce que Sarah n'a pas pu. L'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée et les portes se sont ouvertes. Monica est sortie, puis s'est retournée pour me faire face. Jake, fais attention à qui tu fais confiance. Cette situation est plus compliquée que tu ne le réalises. Elle s'en est allée, ses talons claquant sur le sol en marbre comme un compte à rebours. Je suis resté dans l'ascenseur un instant, fixant la carte de visite. Puis je l'ai mise dans ma poche et me suis dirigé vers le parking souterrain. Mon pick-up était au 3e niveau, garé entre une BMW et une Mercedes qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en 2 ans. Je fouillais pour trouver mes clés quand j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. 3 hommes se déplaçant avec le genre de précision coordonnée qui hurlait, gros bras professionnels. Celui de devant était le même géant chauve que j'avais vu conduire le Suburban noir. Les 2 autres étaient plus petits, mais n'avaient pas l'air moins dangereux. Monsieur Mitchell, a dit le chauve avec un accent anglais marqué. Nous devons avoir une conversation. À propos de quoi? De vous mêler de vos propres affaires. J'ai laissé ma main glisser vers le Glock sous ma veste.
C'est justement mes affaires. Non, a dit l'homme chauve. Vos affaires consistent à réparer les choses qui sont cassées. Nos affaires consistent à casser les choses qui ont besoin d'être réparées. C'est accrocheur. Tu as trouvé ça tout seul ou tu as un auteur? Son visage s'est assombri. Vous pensez que c'est une blague? Je pense que tu es sur le point de découvrir pourquoi c'est une mauvaise idée de menacer quelqu'un dans un parking souterrain. Les deux hommes plus petits ont commencé à se déployer, essayant de me contourner. Je me suis adossé à mon pick-up, les gardant tous les trois dans mon champ de vision. Dernier avertissement, a dit le chauve. Arrêtez de poser des questions. Arrêtez d'engager des enquêteurs. Arrêtez de chercher les ennuis. Ou quoi? Ou vous finirez comme Alex Koslov. C'est là que j'ai sorti le Glock. Le parking est soudainement devenu très silencieux. Les trois Russes se sont figés, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. Leurs yeux fixaient l'arme entre mes mains. Voici ma contre-offre, ai-je dit. Vous partez tout de suite, et je ne vous mets pas de balles dans le corps à tous les trois. La main de l'homme chauve bougeait lentement vers sa veste. J'ai décalé le canon du Glock pour le pointeur directement sur sa poitrine. Je ne ferai pas ça. Il a cessé de bouger. Homme intelligent. Maintenant, je vais monter dans mon pick-up et partir. Vous allez rester juste ici et réfléchir à quel point c'était une mauvaise idée de me menacer. J'ai ouvert la porte du pick-up de la main gauche, gardant l'arme braquée sur eux de la droite. Oh, et dites à celui qui vous a envoyé que Jake Mitchell ne s'effraie pas facilement. Je suis monté dans le pick-up, j'ai démarré le moteur, et j'ai reculé hors de ma place de parking avec le Glock toujours visible à travers le pare-brise. Les trois Russes m'ont regardé partir, leur visage promettant des violences futures, mais ils m'ont laissé filer. J'étais à mi-chemin du motel quand j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Pas de peur. D'adrénaline, de colère, et de la ruée enivrante de prendre enfin les choses en main au lieu de simplement réagir. Pendant 8 ans, j'avais été le bon mari, le pourvoyeur fiable, l'homme qui réglait les problèmes de tout le monde en ignorant les siens. J'avais joué selon les règles, j'avais fait confiance au système, et j'avais cru que l'honnêteté et le travail acharné seraient récompensés. Quelle putain de blague. Mon téléphone a sonné alors que je me garais sur le parking du motel. Le numéro de Ray. Jake, on a un problème. Quoi encore? Quelqu'un a incendié mon bureau. J'ai senti le monde basculer. Tu vas bien? Je vais bien. Je n'y étais pas. Mais tout a disparu, Jake. Tout le bâtiment est une perte totale. D'où Jésus. Ça empire. Les pompiers disent que c'est un incendie criminel. De l'essence et un minuteur. Un boulot de professionnel. Je suis resté assis dans mon pick-up, fixant la chambre de motel qui ressemblait soudainement à une cible plutôt qu'à un refuge. Ray, je crois qu'on est dépassé par les événements. Tu crois? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux disparaître pendant un moment. Laisser les choses se tasser. Tu devrais faire de même. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que fuir ne résoudra rien. Ces gens pensent qu'ils peuvent m'intimider, détruire des preuves, brûler des bâtiments. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont de l'argent, des relations, et des armes. Ils ont des armes, Jake. Et ils n'ont pas peur de s'en servir. Moi non plus. Il y a eu un long silence. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? J'ai l'intention de découvrir ce que Sarah et ses amis manigancent réellement, et ensuite je vais les faire payer. Fais attention, fiston. La vengeance est un plat qui se mange froid. La vengeance ne m'intéresse pas, Ray. Ce qui m'intéresse, c'est la justice. Parfois, c'est la même chose. J'ai raccroché et j'ai regardé la carte de visite que Monica m'avait donnée. Du Bristol blanc ordinaire avec un numéro de téléphone et rien d'autre. Il était presque 20 heures. L'heure d'appeler Monsieur Smith. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une voix ne réponde. Un homme, d'âge moyen, avec le genre de neutralité prudente qui hurlait, agent fédéral. Monsieur Smith à l'appareil. Monica Hartwell m'a dit d'appeler ce numéro. Jake Mitchell, je présume. C'est ça. Nous devons nous rencontrer ce soir. Où? Vous connaissez le Waffle House sur l'autoroute 35, près du relais routier? Je peux trouver. Dans 1 heure.
Venez seul. Et, monsieur Mitchell? Ouais. Apportez votre arme. Vous allez en avoir besoin. La ligne a été coupée. Je suis resté assis dans mon pick-up pendant 10 minutes, à réfléchir à tout ce qui s'était passé ces 3 derniers jours. La liaison de ma femme. La mystérieuse agression contre Dmitri. L'enquête de Ray. Les menaces des gros bras russes. L'incendie du bureau de Ray. Rien de tout cela ne faisait totalement sens, mais tout pointait vers quelque chose de plus grand qu'une simple affaire d'infidélité. Quelque chose qui valait la peine d'éliminer des gens. Le Waffle House était exactement comme on l'imaginait. Des néons fluorescents, des banquettes en vinyle craquelé, et une odeur de graisse de bacon qui avait imprégné chaque surface au fil des décennies. À 21h un mardi soir, il était presque vide, à l'exception de quelques chauffeurs routiers et d'insomniaques cherchant refuge contre leur propre vie. Monsieur Smith était assis dans une banquette dans un coin, face à la porte. Il était exactement ce que l'agence de casting choisirait pour un agent fédéral. La quarantaine, taille moyenne, visage qu'on oublie vite, costume bon marché. Le genre d'homme qui pouvait disparaître dans une foule de 3 personnes. Monsieur Mitchell, a-t-il dit alors que je m'installais en face de lui. Merci d'être venu. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui observe votre situation avec un grand intérêt. Il a fait un geste à la serveuse qui a apporté 2 tasses de café sans qu'on le lui demande. Mon nom est agent David Carson. FBI. Division des crimes financiers. Il m'a montré une plaque et une carte d'identité qui avaient l'air authentiques. Mais dans mon état actuel de paranoïa, je n'aurais même pas fait confiance à un mot de ma propre mère. Que voulez-vous? Je veux vous dire la vérité sur ce que votre femme a fait. Je vous écoute. Carson a ajouté du sucre à son café avec les mouvements lents d'un homme qui avait déjà eu cette conversation auparavant. Il y a 6 mois, nous avons approché Monica Hartwell pour qu'elle représente un client qui avait besoin d'une aide juridique pour des transactions financières complexes. Le client était Dmitri Volkov. Le vendeur de voitures russes, entre autres. Oui. Monsieur Volkov avait des informations sur une opération de blanchiment d'argent dirigée par l'organisation de Viktor Petrov. Des informations dont nous avions besoin pour monter un dossier fédéral. Donc Sarah disait la vérité sur l'opération du FBI. Partiellement. Carson a pris une gorgée de son café et a fait la grimace. L'opération était réelle. Mais votre femme ne se contentait pas de fournir des conseils juridiques. Elle détournait de l'argent. J'ai senti quelque chose de froid se déposer dans mon estomac. Combien? Environ un demi-million de dollars sur les 4 derniers mois. De petites sommes au début, puis des sommes plus importantes au fur et à mesure qu'elle prenait confiance. Et vous l'avez laissé faire. Nous l'ignorions jusqu'à récemment. Votre femme est très douée dans ce qu'elle fait, monsieur Mitchell. Elle a bien couvert ses traces. Mais pas assez. Non. Pas assez. Carson a glissé la main dans sa veste et en a sorti un dossier manille, le faisant glisser sur la table. Ce sont des relevés bancaires, des journaux de transactions, des reçus de virement. Tout ce dont nous avons besoin pour prouver que Sarah Mitchell et Monica Hartwell ont volé l'argent des pièces à conviction fédérale. J'ai ouvert le dossier et survolé les documents. Chiffres, dates, informations de compte. Tout cela pointait vers une opération de vol systématique qui durait depuis des mois. Pourquoi me montrez-vous cela? Parce que nous avons besoin de votre aide. Pour faire quoi? Carson s'est penché en avant, baissant la voix. Viktor Petrov est au courant du vol. Il pense que votre femme et son associé ont volé son argent, pas le nôtre. Il a mis un contrat sur leur tête. Un contrat. 500 000 $ pour Sarah Mitchell. Morte ou vive. Pareil pour Monica Hartwell. J'ai senti le monde basculer de nouveau. D'où Jésus. Alex Koslov était la première tentative de Petrov. Il était censé enlever votre femme, découvrir où l'argent était caché, puis l'éliminer, elle et Monica. Mais quelqu'un est arrivé à Koslov avant. Qui? Le sourire de Carson était mince et sans joie. Quelqu'un qui voulait protéger Sarah Mitchell. Quelqu'un avec un entraînement militaire et l'accès à l'équipement nécessaire pour mettre en scène un avertissement élaboré. Les pièces ont commencé à s'assembler dans ma tête. Vous êtes en train de dire que le FBI a éliminé Koslov? Je dis que quelqu'un l'a fait.
Quelqu'un qui était au courant du contrat et qui voulait faire passer un message à l'organisation de Petrov. Et l'agression de Dmitri dans ma chambre? Du théâtre. Conçu pour faire croire que votre femme était punie pour sa liaison, pas pour son vol. Un moyen de gagner du temps pendant que nous préparions notre prochaine action. J'ai fixé les documents devant moi, essayant d'analyser ce que Carson me disait. Donc, ma femme est une voleuse. Les Russes veulent la tuer, et le FBI manipule la situation depuis le début. C'est un résumé brut, mais précis. Que attendez-vous de moi? Nous voulons que vous convainquiez votre femme de coopérer avec nous. De témoigner contre l'organisation de Petrov en échange de notre protection. Et si elle refuse? Alors elle sera livrée à elle-même face à une demi-douzaine de bouchers russes qui sont très doués dans leur travail. J'ai fermé le dossier et je l'ai repoussé de l'autre côté de la table. Et Monica? Monica Hartwell coopère déjà. En fait, elle travaille avec nous depuis le début. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que c'est Monica Hartwell qui nous a informés des vols de votre femme. Elle a tout documenté, rassemblé des preuves, monté un dossier. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Monica a piégé Sarah. Monica s'est protégée. Votre femme est devenue cupide, monsieur Mitchell. Elle a commencé à prendre plus de risques, à voler de plus gros montants. Monica a réalisé que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elles ne se fassent toutes les deux attraper. Alors elle a décidé de jeter Sarah sous le bus. Elle a décidé de sauver sa propre vie. Carson a terminé son café et a fait signe pour demander l'addition. Vous avez 24 heures pour convaincre votre femme de coopérer. Passé ce délai, nous retirons notre protection et laissons les hommes de Petrov gérer la situation à leur façon. Et si je refuse de vous aider? Alors vous préparerez un enterrement au lieu d'un divorce. Il s'est levé et a posé un billet de $20 sur la table. Oh. Et monsieur Mitchell. Les 3 Russes qui vous ont approché dans le parking souterrain aujourd'hui. Ils n'essayaient pas de vous intimider. Ils essayaient de vous prévenir. Les hommes de Petrov respectent les liens familiaux. Ils vous donnaient une chance de prendre vos distances avec votre femme avant que les choses ne dégénèrent. C'est tellement prévenant de leur part. Plus prévenant que vous ne le réalisez. La prochaine équipe ne sera pas aussi indulgente. Carson est parti, me laissant seul avec mon café et les ruines de tout ce que je croyais savoir sur ma vie. Je suis resté assis à cette table pendant encore 1 heure, à regarder l'autoroute par la fenêtre et à penser aux 8 dernières années. Toutes les nuits où Sarah avait travaillé tard. Tous les voyages d'affaires, réunions avec des clients, obligations professionnelles qui l'avaient tenu éloigné de la maison. Combien d'entre eux étaient réels? Combien avaient servi de couverture pour voler l'argent des enquêtes fédérales? Mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah. Jake, s'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on parle. La maison. La maison que j'avais achetée avec mon propre argent, meublée de mes propres sueurs, entretenue de mes propres mains. La maison où j'avais trouvé un autre homme pendu la tête en bas dans ma chambre il y a 3 jours. J'ai répondu, j'arrive. La maison était sombre quand je me suis garé dans l'allée, à l'exception d'une seule lumière allumée à la fenêtre du salon. La Honda de Sarah était dans le garage, mais il n'y avait aucune trace d'une nouvelle Mercedes pour remplacer celle de Dmitri. Je suis entré par la porte d'entrée, ma main posée sur le Glock sous ma veste. Sarah était assise sur le canapé du salon, portant toujours le tailleur coûteux de notre réunion à son bureau. Elle semblait plus petite, diminuée par le poids de ses secrets. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. « Il faut qu'on parle. » Je sais. J'ai réfléchi à ce que tu as dit aujourd'hui. Aux mensonges, à l'argent, et à tout le reste. Tu as raison, Jake. Je n'ai pas été honnête avec toi. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, gardant mes distances. Je t'écoute. L'opération du FBI est réelle, mais tu as raison sur le reste. J'ai pris de l'argent. Combien? Environ $500 000 ces 4 derniers mois. Pourquoi? Sarah est restée silencieuse un long moment, fixant ses mains. Tu te souviens quand nous nous sommes mariés? Ce que j'ai dit sur le fait de vouloir construire quelque chose ensemble? Je m'en souviens. Je le pensais, Jake. Vraiment. Mais en cours de route, j'ai réalisé que nous n'aurions jamais le genre de vie que je voulais. Pas avec ton salaire et le mien. Pas dans cette ville. Dans cette maison,
avec ces gens. Alors, tu as décidé de le voler. J'ai décidé de saisir une opportunité quand elle s'est présentée. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose de désespéré dans son regard. L'argent était juste là, Jack. L'argent des pièces à conviction qui allait de toute façon disparaître dans les comptes du gouvernement. Personne n'allait s'en apercevoir. Sauf les personnes qui ont mis un contrat sur ta vie. Son visage est devenu livide. Comment es-tu au courant de ça? Je sais beaucoup de choses, Sarah. Je sais pour Victor Petrov, pour Alex Koslov, et pour les Russes qui te veulent morte. Je sais pour la trahison de Monica et l'offre de protection de l'agent Carson. Tu as parlé à Carson? C'est lui qui m'a parlé. Il m'a donné 24 heures pour te convaincre de coopérer avec le FBI. Sarah s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre, observant la rue pavillonnaire où nous avions vécu pendant 8 ans. Et si je ne le fais pas? Alors tu te débrouilles toute seule contre des bouchers professionnels qui se moquent des dommages collatéraux. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? C'était une question étrange venant de la femme qui m'avait menti pendant des mois. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Pas tout à fait du désespoir, mais presque. Je pense que tu devrais accepter le marché, ai-je dit. Témoigne contre Petrov. Rentre dans le programme de protection des témoins. Recommence ta vie ailleurs. Et nous? Il n'y a pas de nous, Sarah. Il n'y en a plus depuis longtemps. Elle s'est retournée vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé, Jack. Je suis désolé pour tout. La liaison, les mensonges, l'argent. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Mais elles y sont allées. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Sarah, la maison est à toi. Je te la cède demain. Jack. Considère ça comme un accord de divorce. Ou un cadeau d'adieu. Appelle ça comme tu veux. Pourquoi? Parce que, malgré tout ce que tu as fait, je n'ai pas envie de te voir morte. Je l'ai laissée debout dans ce salon avec ses larmes, ses regrets et ses 500 000 $ d'argent volés. Mais je ne suis pas retourné au motel. À la place, j'ai conduit jusqu'à la maison de Monica Hartwell. Monica habitait dans un quartier chic à une quinzaine de kilomètres de chez moi, dans l'une de ces maisons modernes qui semblaient avoir été dessinées par quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler du concept de « modération ». Son allée était circulaire, sa pelouse était parfaite, et son système de sécurité coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. J'ai sonné à la porte à minuit. Monica a répondu vêtue d'une robe de chambre en soie, ayant l'air de m'attendre. Jack. Entre. Il faut qu'on parle. Je sais. Elle m'a conduit dans son salon, décoré dans ce style minimaliste qui criait au décorateur d'intérieur hors de prix. Tout était blanc, chromé, avec des angles nets, comme une exposition de musée sur l'habitat moderne. L'agent Carson t'a parlé de mon arrangement avec le FBI, a-t-elle dit. Il m'a dit que tu avais piégé ta meilleure amie pour sauver ta peau. Monica s'est versé un verre de vin d'une bouteille qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en une semaine. Tu veux un verre? Ça ira. Sarah a fait ses propres choix, Jack. Je ne l'ai pas forcée à voler cet argent. Mais tu as documenté tout ce qu'elle faisait. Tu as rassemblé des preuves contre elle tout en faisant semblant d'être son associé. Je me suis protégé. Sarah devenait imprudente, prenait trop de risques. Ce n'était qu'une question de temps avant que nous ne nous fassions toutes les deux attraper. Alors tu as décidé de la jeter sous le bus. Monica a pris une gorgée de son vin et m'a étudié par-dessus le rebord du verre. Sais-tu ce que c'est de construire quelque chose en partant de rien? De s'extraire de la pauvreté, de l'ignorance et de la médiocrité d'une petite ville en luttant bec et ongles? J'en ai une petite idée. Non, tu n'en as aucune. Tu es un homme, Jack. Tu as des avantages que je n'ai jamais eus. Tu peux entrer dans n'importe quelle pièce et être pris au sérieux. Tu peux faire des erreurs et être pardonné. Tu peux échouer et réessayer. Où veux-tu en venir? Mon point, c'est que j'ai travaillé trop dur pour laisser la cupidité de Sarah détruire tout ce que j'ai bâti. J'ai regardé autour de la pièce, les meubles hors de prix, les œuvres d'art, et tous les attributs de la réussite. Est-ce que ça en valait la peine? Si quoi en valait la peine? Trahir ta meilleure amie, voler de l'argent fédéral, te mêler à des mafieux russes?
Le sourire de Monica était froid et tranchant. Dis-moi, est-ce que 8 ans de mariage avec une femme qui ne t'a jamais aimé en valait la peine? Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Qu'est-ce que tu veux dire? Sarah ne t'a jamais aimé, Jake. Elle t'a épousé parce que tu étais sûr, fiable, utile. Quelqu'un qui pouvait lui offrir de la stabilité pendant qu'elle bâtissait sa carrière. Tu mens. Vraiment? À quand remonte la dernière fois qu'elle t'a dit qu'elle t'aimait? À quand remonte la dernière fois où elle a semblé sincèrement heureuse de te voir rentrer à la maison? J'ai cherché une réponse dans ma tête et n'en ai trouvé aucune. Sarah te voyait comme un tremplin, a poursuivi Monica. Quelqu'un pour l'aider à arriver là où elle voulait aller. Et quand tu as cessé d'être utile, elle a commencé à chercher quelqu'un d'autre. Dmitri. Dmitri n'a jamais été une question d'amour, Jake. Il représentait l'argent, les relations, l'accès à un monde que tu ne pourrais jamais lui offrir. J'ai senti quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Et la liaison? La liaison était la façon dont Sarah justifiait ce qu'elle prévoyait de faire de toute façon. Te quitter, prendre la moitié de tes biens, recommencer. C'était quelqu'un qui pouvait lui offrir la vie qu'elle pensait mériter. Mais elle est devenue cupide. Elle est devenue cupide. Et maintenant elle va payer pour ça. Monica a fini son vin et a posé le verre sur une petite table chromée. Le FBI la protégera si elle coopère. Mais coopérer signifie rendre l'argent, entrer dans le programme de protection des témoins, disparaître pour toujours. Et si elle ne coopère pas, alors les hommes de Victor Petrov la trouveront. Et quand ils le feront? Ils feront durer sa mort pendant des jours. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, observant la pelouse parfaite de Monica et son quartier parfait. Et toi, alors? Et moi quoi? Les Russes savent que tu étais impliqué aussi. Ne vont-ils pas venir te chercher? Le rire de Monica ressemblait à du verre brisé. Les Russes pensent que je suis déjà morte. Que veux-tu dire? Je veux dire que Monica Hartwell est morte dans un accident de voiture il y a 3 heures. Une tragique collision avec un conducteur ivre sur l'autoroute 35. Le corps a brûlé au point d'être méconnaissable, mais les dossiers dentaires confirmeront l'identité. Je me suis tourné pour la dévisager. Tu as simulé ta propre mort. J'ai créé une nouvelle identité. Un nouveau nom, de nouveaux papiers, une nouvelle vie. Le FBI m'a aidé, bien sûr. En échange de mon témoignage contre l'organisation de Petrov. Et Sarah? Sarah a fait son choix quand elle a décidé de voler cet argent. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Ou mourir avec. Ou mourir avec. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Monica. Ce message sur le torse de Dmitri. Le nœud des cordes, toute cette mise en scène théâtrale dans ma chambre. C'était toi, n'est-ce pas? Son sourire valait toutes les confirmations. Pourquoi? Parce que j'avais besoin que Sarah ait peur. Assez peur pour faire des erreurs, pour révéler la quantité d'argent qu'elle avait réellement volé. Et j'avais besoin que tu sois assez en colère pour commencer à fouiller. Tu t'es servi de moi. Je me suis servi de tout le monde, Jake. C'est comme ça qu'on survit dans ce monde. J'ai quitté la maison de Monica et j'ai reconduit jusqu'au motel, la tête me tournant à cause de tout ce que j'avais appris. Sarah n'était pas seulement une femme infidèle. C'était une voleuse qui s'était accoquinée avec des gens dont c'était le métier d'éliminer des gens. Monica n'était pas seulement la meilleure amie de Sarah. C'était une sociopathe manipulatrice qui avait orchestré toute cette situation pour son propre profit. Et je n'étais pas seulement un mari trahi. J'étais un pion dans un jeu que je commençais à peine à comprendre. Mon téléphone a sonné alors que je me garais sur le parking du motel. Le numéro de Sarah. Jake, ils sont là. Qui est là? Les Russes. Ils sont devant la maison. Je peux les voir de la fenêtre de la chambre. Je pouvais entendre la terreur dans sa voix. Et malgré tout ce qu'elle m'avait fait, j'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Combien? 3 voitures. Peut-être 8 ou 10 hommes. Appelle la police. Je ne peux pas. L'agent Carson a dit que si j'impliquais les forces de l'ordre local, le FBI retirerait sa protection. Alors appelle Carson. J'ai essayé. Son téléphone tombe directement sur la messagerie vocale.
J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de réfléchir. Sarah était une menteuse, une voleuse, et une femme infidèle. Mais c'était aussi un être humain qui était sur le point d'être assassiné par des tueurs professionnels. Jake, tu es là. Je suis là. S'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, aide-moi. Je suis resté dans mon pick-up pendant 30 secondes, à peser mes options. Je pouvais partir, laisser les Russes s'occuper de Sarah comme ils le voulaient, et recommencer ma vie ailleurs. Faire table rase, aucune complication, aucun rappel de ces 8 dernières années. Ou je pouvais faire quelque chose de stupide, de dangereux, et de probablement suicidaire. Reste loin des fenêtres, lui ai-je dit.